Bonjour les quatrièmes. Alors, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo concernant la séquence mer et océan, un espace maritimisé. On avait déjà vu dans les précédentes vidéos l'itinéraire du t-shirt qui permettait de voir vraiment l'importance aujourd'hui des mers et des océans dans notre économie actuelle où on a des zones de production et des zones de consommation qui sont des fois éloignées et que finalement c'est grâce à ces mers et océans qu'on a un contact et un transport de marchandises qui est assez important pour pouvoir permettre ce type de système économique. On a également vu les tensions qui pouvaient on va dire, apparaître à cause de ces transports maritimes dans le détroit de Malacca, mais également tout ce qu'on pouvait retrouver dans cette zone de la mer de Chine méridionale aussi, avec l'apparition de contentieux à cause de ressources qu'on peut retrouver dans des zones où plusieurs pays ont des revendications sur les mêmes territoires liées finalement à l'histoire ou liées aussi aux zones économiques exclusives, et ça on l'avait étudié dans la précédente vidéo. J'espère que vous avez bien retenu comment fonctionnaient ces zones économiques exclusives, parce que ça va être important pour comprendre cette nouvelle séance où là on s'intéresse cette fois-ci à l'Arctique. Alors, la vidéo toujours en deux parties, vous devez corriger en prenant bien sûr le PowerPoint avec vous, et on commence avec cette séance 3, donc quel avenir pour l'Arctique, un espace maritime très convoité. Alors, c'était une activité AP. Qui dit activité AP dit 3 niveaux de difficulté différentes. C'est comme ça que je fonctionne avec vous, vous avez l'habitude. Si vous sentez que le sujet vous met à l'aise, que le document ne paraît pas trop compliqué, vous pouvez directement passer à la difficulté 3, c'est-à-dire faire tout simplement le paragraphe sans vous embarrasser des questions de la difficulté 1 et de la difficulté 2. Bien entendu, ça nécessite quand même un bon niveau de maîtrise en récupération d'informations clés et en capacité de synthèse. Bien sûr, ça demande beaucoup de compétences et de savoir-faire. À côté de ça, si par contre c'était un peu plus compliqué pour vous, si le document n'apparaissait pas aussi clair que ça, vous pouviez utiliser la difficulté 1, c'est la difficulté la plus simple. Vous aviez 4 questions qui permettaient tout simplement de dégrossir le travail de la difficulté de la partie 2 en trouvant un certain nombre d'informations clés qui permettent d'avoir quand même des choses à dire dans le paragraphe. Si vous n'étiez pas non plus complètement, déboussolé par ce document, mais que vous sentiez que vous pouviez faire un hors-sujet, la difficulté 2 pouvait être une bonne alternative, puisque ça permettait quand même d'être sûr de trouver un ou deux éléments clés qui permettront d'avoir un paragraphe le plus clair possible dans la partie. Donc, si vous avez fait uniquement la partie 3, tout ce que je vais corriger dans un premier temps ne vous concernera pas. Ceux qui ont fait la partie 1, vous corrigerez bien vos questions par rapport à ce que vous avez fait. Ceux qui ont fait la difficulté 2, idem. D'accord ? C'est vous qui voyez, en fonction de ce que vous avez fait dans le cahier, quelles corrections vous apportez. Ce n'est peut-être pas nécessaire de prendre toutes les corrections des deux difficultés, 1 et 2, si vous n'avez pas du tout fait ces questions-là, puisque dans le paragraphe, on retrouvera forcément l'essentiel de ce que je dis dans la première partie. D'accord ? Donc, en fonction de ce que vous avez choisi, vous prenez la correction qui vous correspond. Alors, dans la première partie, vous aviez une question qui vous demandait quels sont les pays qui sont intéressés par la zone arctique. Et pour ça, vous aviez une carte qui vous montrait c'est quoi la zone arctique. Alors, vous avez une projection polaire, on se rappelle, on l'a vu déjà cette année, cette projection polaire. C'est une projection qui montre le pôle Nord au centre et qui permet de voir ce qui se passe autour. C'est très intéressant pour le sujet, puisqu'on parle de la zone arctique, c'est un peu logique, on peut utiliser ce point de vue. Et puis aussi, ça peut être intéressant dans tout ce qui est finalement carte qui met en lien les continents les uns avec les autres, surtout quand on veut mettre en lien le continent américain avec le continent asiatique, puisque dans notre projection habituelle de carte habituelle, vous avez l'Amérique d'un côté et l'Asie de l'autre, ce qui laisse supposer qu'on a deux côtés différents et que ça ne se rejoint pas forcément, alors que bien entendu la Terre est ronde et c'est des fois plus, visuel et plus percutant de voir une carte avec ce point de vue. Alors, quels sont les pays qui sont dans cette zone arctique? Alors, dans un premier temps, déjà, on voit qu'il y a la Russie. La Russie est dans la zone arctique. On a également le Canada. On a également la Norvège, qui est placée ici. On a également l'Islande. Et puis, on avait encore 2 autres territoires, mais qu'on ne va pas localiser comme étant des pays. Il y a tout simplement l'Alaska, qui est un État faisant partie des États-Unis. Donc, en fait, il faut noter ici États-Unis et pas Alaska. Et il y a également le Groenland, qui n'est pas un pays indépendant, même s'il a une certaine autonomie, ce territoire. Il fait partie tout simplement du royaume du Danemark. Donc on a Canada, États-Unis, Islande, Norvège, Danemark, Russie. C'est déjà pas mal. Voilà tous les pays qui sont concernés par notre zone arctique.
À côté de ça, vous aviez une autre question. Quel facteur permet aujourd'hui d'envisager l'exploitation de ces ressources? Alors, non, je me trompe. Déjà, deuxième question, il fallait souligner dans le document, pour la difficulté 1, quelles sont les ressources qu'on va retrouver dans cette zone arctique. Alors, il y avait les hydrocarbures et les minerais, qui sont évoqués à plusieurs reprises. Vous avez également des zones de pêche et également des routes maritimes qui restent encore actuellement en partie inexploitées, même si aujourd'hui ce n'est plus autant le cas que lorsque cet article était paru, c'est-à-dire en 2015. Deuxième question. Quel facteur permet aujourd'hui d'envisager l'exploitation de ces ressources? Puisqu'il y a des hydrocarbures et des minerais, des zones de pêche et une route maritime potentielle, pourquoi est-ce que ce sujet vient aujourd'hui sur la table et pourquoi ce n'est pas quelque chose dont on parlait il y a peut-être 30, 40 ou 50 ans? Tout simplement parce qu'il y a aujourd'hui la possibilité d'avoir accès à ces ressources grâce à la fonte des glaces. La fonte des glaces qui est liée tout simplement au réchauffement climatique, qui va réduire tout simplement l'emprisonnement par la glace de la zone arctique. Et comme c'est une zone qui n'est plus inaccessible, les fonds sous-marins notamment et les zones de pêche, on peut considérer que désormais ces ressources sont à disposition. Alors qu'auparavant, il aurait été trop compliqué soit de les répertorier, soit tout simplement de les exploiter. Avec la fonte des glaces, ça devient accessible. Si ça devient accessible, là on va commencer à se poser la question, qui peut l'exploiter? Pour la route maritime, c'est pareil. Quand il y a des glaces de partout, c'est compliqué d'imaginer de faire traverser la zone par des centaines et des centaines de porte-conteneurs ou de super-tankers qui vont transporter du pétrole. Bien sûr, il y a des brise-glaces qui peuvent y arriver, mais ça reste assez occasionnel. Si par contre, on a une vraie fonte des glaces régulière dans l'année, voire des passages complètement ouverts toute l'année, on peut envisager d'y installer des lignes maritimes à l'image de ce que la CMA-CGM proposait dans le site internet que vous avez étudié, que vous avez utilisé dans la séance numéro 1, c'est-à-dire trouver un moyen d'aller d'un point A à un point B avec une route régulière qui passe à un endroit toujours le même, et là ça pourrait être la zone arctique. Alors, ensuite, pourquoi l'association Greenpeace est-elle inquiète? Alors pourquoi elle est inquiète? Tout simplement parce que exploiter des ressources dans un environnement comme celui de l'Arctique, c'est tout simplement un risque de pollution extrême. Il faut savoir que plus on est dans une zone froide, plus la pollution peut être importante et peut être dévastatrice. Les zones froides sont des zones qui ont en général des métabolismes, on va dire avec des organismes vivants qui ont beaucoup plus de mal à s'adapter à une intrusion étrangère et à une contamination de la zone par quelque chose qui pourrait être agressif pour eux. Il faut savoir que quand on est dans des zones froides, on a en général des cycles de vie qui sont aussi beaucoup plus longs, c'est-à-dire qu'on est dans des cycles assez longs, qui veut dire qu'on n'est pas dans la capacité d'éliminer rapidement les pollutions qui pourraient survenir dans la zone. Donc par exemple, si on imagine une catastrophe pétrolière dans la zone arctique, ça va tout de suite avoir des conséquences encore plus graves que si c'est dans une zone tempérée ou une zone tropicale. En gros, les organismes qui sont contaminés vont mettre un temps infini avant de réussir à pouvoir s'en sortir. Donc ça montre bien que c'est une zone très fragile et la pollution va être d'autant plus importante. Pareil, quand on a des déchets qui sont déversés dans ces zones-là, les organismes vont les détruire beaucoup moins facilement, beaucoup moins rapidement. Ça peut être empoisonné sur des milliers d'années. C'est pas un hasard si par exemple aujourd'hui, c'est dans les zones arctiques, notamment et antarctiques, qu'on va faire des prélèvements dans les glaces assez anciennes pour essayer de comprendre comment fonctionnait le climat d'avant. C'est-à-dire que tout se conserve dans les zones froides, on réussit à retrouver quasiment tout. Donc une pollution dans ces zones-là, c'est dévastatrice pour la biodiversité et pour bien entendu la protection de la planète. Alors, ensuite, on passe à la difficulté numéro 2. Pourquoi et par qui les ressources arctiques sont-elles exploitées? Donc c'est pour ça qu'on revient sur qui est concerné, et donc c'est comme pour la carte, là il fallait retrouver tous les pays qui pouvaient avoir un enjeu à s'intéresser à ce sujet de l'Arctique. Alors, il y a toujours le Canada, la Russie, les États-Unis, le Danemark, la Norvège, ça ne change pas. Et pourquoi aujourd'hui ces pays voudraient exploiter ces ressources? Tout simplement parce que les hydrocarbures, pétrole, gaz, on l'a déjà vu dans la séance précédente, c'est des ressources rares. Si vous rajoutez des minerais comme l'or, vous savez très bien que l'or, ça ne pousse pas sur les arbres, on est d'accord? C'est quelque chose d'assez rare aussi, donc ça va avoir une valeur. Plus vous allez pouvoir avoir accès à des ressources de valeur, plus vous allez vous enrichir ou vous permettre d'être indépendant face à des pays qui pourraient vous en vendre autrement. C'est-à-dire que si c'est à vous, au moins vous n'avez pas besoin d'en acheter, ça peut être intéressant. Donc, on a des ressources rares, des ressources stratégiques. Les zones de pêche, c'est des zones qui sont pour l'instant assez préservées. Donc,
relativement, on va dire, importantes, ces zones. On pourrait imaginer pouvoir pêcher de grandes quantités de poissons. Et bien sûr, la route maritime, si on contrôle une route maritime, ça veut dire qu'on a un enjeu important au niveau du transport mondial et on peut avoir du coup un rôle très important à jouer dans l'équilibre du monde. À côté de ça, vous aviez une autre question. En quoi ces ressources posent-elles des problèmes dans la région? Eh bien du coup, comme on a vu, ressources stratégiques assez convoitées, des pays nombreux qui peuvent dire bah, c'est à moi. Alors pourquoi c'est aujourd'hui qu'ils se disent ça? Quand c'était pas emprisonné dans les glaces, on ne se posait pas trop la question qui peut exploiter le pétrole, qui peut exploiter le gaz ou qui peut exploiter par exemple la zone de pêche. C'est inaccessible, donc finalement il y avait un statu quo, tout le monde savait que c'est une zone où un pays ne va rien faire, en gros à part 2-3 tribus d'Esquimaux, il n'y a pas grand chose qui vit dans cette zone-là, c'est des zones désertes, des zones hostiles, on n'a pas d'intérêt à y aller, ça coûte très cher et en plus on n'est même pas capable de récupérer les ressources rares. On était d'accord pour se mettre sur, on va dire, un consensus, ici, en gros, on ne va pas se poser de problème à qui appartient telle ou telle zone. Dès le moment où ça fond, et là ça devient une zone accessible, bah là on va commencer à avoir des pays qui vont être entre eux en train de bien s'invectiver, c'est-à-dire un peu se dire, un peu, on va dire s'ennuyer en disant eh, ici c'est à toi, non, non, ici c'est pas à toi, ici c'est à moi, d'accord? À un moment donné, ça peut poser des problèmes, on va dire, de conflits, ou en tout cas de revendications qui pourraient déboucher sur des conflits, d'accord? Donc ça c'est très important de le savoir. Alors, à côté de ça, vous aviez donc le dernier exercice qui était la partie numéro 3, donc la partie 2, pardon, qui était avec la difficulté numéro 3. Une fois qu'on avait repris toutes ces informations, on doit être capable normalement de faire un paragraphe argumenté. Alors moi, je vais vous expliquer comment je l'aurais construit, comment on devrait le construire logiquement. Bien entendu, je ne vais pas donner une correction pour tout le monde. Là, ça va être en fonction de ce que vous avez fait, si vous rajoutez ou si vous enlevez des informations. Alors, le début du paragraphe devrait normalement se concentrer sur le fait que l'article concentre énormément de ressources. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de sujet. Donc c'est vraiment le premier truc qu'il faut dire, c'est l'article concentre beaucoup de ressources. On a de l'hydrocarbure, on a des hydrocarbures, on a des minerais, on a une zone de pêche importante et on a potentiellement une route maritime qui pourrait être assez intéressante. Beaucoup de choses qui peuvent intéresser beaucoup de pays. D'accord? Donc comme je vous l'ai dit, hein, le pétrole, les minerais et bien entendu cette route qui permettrait tout simplement de contourner le continent américain sans forcément être obligé de passer par le canal de Panama ou qui permettrait bien, tout simplement de relier de l'Europe l'Asie de l'Est, c'est-à-dire peut-être arriver tout simplement, imaginons, d'Amsterdam ou de Rotterdam jusqu'au port de Shanghai sans forcément avoir à traverser la mer Méditerranée, le canal de Suez et puis traverser l'océan Indien et le détroit de Malacca pour ensuite revenir sur tout simplement la mer de Chine méridionale. Donc ça peut potentiellement quand même faire gagner beaucoup de temps et éviter bien des complications. À côté de ça, les zones de pêche, je ne les ai pas mises, mais en tout cas, on en a déjà parlé. Ensuite, une fois qu'on a évoqué toutes ces ressources qui sont nombreuses, on va tout simplement dire que ces ressources, maintenant, elles sont accessibles. À l'origine, on ne pouvait pas y avoir accès. Donc forcément, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de problème. De toute manière, personne ne peut y avoir accès. Donc ça reste quelque chose de neutre. Dès le moment où ça devient accessible, là, on commence à savoir mais à qui ça appartient. Alors, comme je vous l'ai dit, la glace a bien fondu, et comme elle a fondu, elle a fait apparaître donc toutes ces zones maritimes qui sont cette fois-ci navigables, qui sont exploitables. Là, va se poser une question très simple, comment on va choisir à qui appartient la zone? Alors, bien entendu, on va utiliser le droit international, avec ce qu'on a vu avec la convention de Montego Bay, c'est-à-dire on va tout simplement dire la ZEE, c'est, on se rappelle, 200 000 au large des côtes, et donc là tout simplement on va faire une zone qui va être tout simplement, on va dire, découpée en fonction de vos côtes, mais derrière on se rend compte qu'il y a une partie de la zone qui reste à ce moment-là pour tout le monde. Alors là il y a plein de ressources, donc là aussi il va y avoir des convoitises, il va y avoir des pays qui vont vouloir récupérer cette zone, qui est une zone qui apparaît comme étant une zone internationale. Et là, vous allez avoir par exemple les Russes qui vont dire non, 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 attention, ici, ce n'est pas une zone internationale, c'est une zone qui appartient à la Russie. Alors, comment vont-ils utiliser cet argument? Ils vont tout simplement faire intervenir des scientifiques en disant en fait, le continent asiatique, il va un peu plus loin, en fait, sous l'océan, sous la mer. Il va il va y avoir une extension du plateau continental qui permet tout simplement de récupérer encore plus de ressources marines. C'est ce qu'on avait vu avec le document de la précédente séance.
Vous avez donc les eaux territoriales, vous avez la zone économique exclusive, et ensuite l'extension du plateau continental. Alors l'extension du plateau continental, il faut pour ça le prouver, donc là c'est les scientifiques qui vont débattre si effectivement, ensuite, à la suite de la Sibérie, est-ce que eh bien, le plateau continental va aller jusqu'à finalement telle ou telle distance, et à ce moment-là, ça vous donne l'autorisation d'aller jusqu'à eh bien, la fin de cette extension. Et donc pour les Russes, par exemple, ça s'appelle la dorsale de Lomonosov. Cette dorsale de Lomonosov, eh bien, ce serait l'extension du plateau continental qui lui permettrait eh bien, de récupérer encore plus de ressources marines. Et ça, bien entendu, si eux revendiquent ça, eh bien, les Canadiens et les Américains eux, disent non, 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 ici, il n'y a pas du tout de dorsale, c'est complètement faux, les scientifiques ne sont pas d'accord, nos scientifiques ne sont pas d'accord avec vous. Donc là, ça va être à un moment donné à trancher, est-ce que oui ou non, il y a bien une extension du plateau continental. Bref, ça ne vous y intéressez pas plus que ça, c'est juste pour vous dire qu'on est capable de rechercher tous les arguments possibles pour essayer d'obtenir des ressources. Alors, à côté de ça, la dernière partie du paragraphe, ce serait de dire, donc une fois qu'on a vu qu'il y a des ressources, qu'on peut y avoir accès, qu'il y a beaucoup de pays qui vont commencer à essayer de les revendiquer et essayer de les récupérer, c'est quels sont les risques pour l'avenir, c'est-à-dire les risques peut-être d'une guerre, on ne sait jamais, pour récupérer des ressources. Alors c'est quand même assez peu probable d'avoir une guerre ouverte, mais ça pourrait débloquer sur déboucher sur un conflit qui pourrait être assez sérieux, et tout simplement les risques environnementaux, c'est-à-dire que récupérer un certain nombre de ressources dans cette zone-là, s'il y a un accident, ou s'il y a par exemple un bateau qui est sombre alors qu'il est en train de traverser la zone et qu'il déverse bien, de la pollution, eh bien ça peut avoir des conséquences extrêmement graves, et ça malheureusement, quand il y a des intérêts économiques, souvent ça passe après les intérêts écologiques, et il y a des risques d'avoir une pollution importante d'une partie de notre planète. Donc ça voilà, c'était ce qu'il faudrait mettre en fin de paragraphe. Donc voilà ce qu'il fallait mettre pour cette activité d'AP. Pour la prochaine fois, je vous demande de bien prendre la correction, bien sûr. Je vous demande également de faire les exercices de diapositives 18 et 19, qui sont les dernières diapositives du cours sur mer et océan, un monde maritimisé. Et puis, bien entendu, je mettrai la prochaine vidéo disponible mardi 9 juin. Voilà, d'ici là, et bien, passez un bon week-end.